La première, podcast. Le forum de midi. Le forum de midi. Jean-Paul Eck. Les jeunes profs ont-ils peur de l'école ? En tout cas, ils sont très nombreux à fuir l'enseignement dès les premières années. On le savait depuis longtemps, mais ce qu'on ne savait pas très bien, c'est l'ampleur réelle de ce phénomène. Un vide qui vient d'être comblé par une étude écuménique, je dirais, réalisée par l'UCL avec la collaboration de l'ULB et qui révèle une réalité beaucoup plus contrastée que ce que l'on pensait. Quoi qu'il en soit, reste quand même quelques grands repères interpellants. Près de 20% des jeunes enseignants quittent le métier dès la première année et 35% ne tiennent pas le coup plus de 5 ans. Et bien entendu, au-delà du gaspillage humain et social, la grande question reste bel et bien posée. Où en est notre enseignement aujourd'hui ? Pourquoi les jeunes profs ont-ils le blues ? Un sujet inépuisable qui est donc à l'affiche de cette nouvelle édition du Forum de midi. Vos avis, questions et commentaires au 02 737 37 07 ou sur lapremière.be. Et nous sommes heureux d'accueillir tout d'abord Bernard Delvaux. Bonjour. Bonjour. Bernard Delvaux, sociologue, responsable de recherche au groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l'éducation et la formation. Ouf, je l'ai dit en entier, c'est le GIRCEF, c'est à l'Université catholique de Louvain. Et vous êtes évidemment, Bernard Delvaux, l'un des co-auteurs de cette étude qui vient tout juste de sortir et qui s'intitule, encore un long titre, « Les enseignants débutants en Belgique francophone, trajectoire, conditions d'emploi et position sur le marché du travail ». Face à vous, Anne Chevalier, bonjour. Bonjour. Anne Chevalier, secrétaire générale de l'ASBL CG, ça veut dire Changement pour l'égalité, qui est un mouvement d'éducation permanente qui existe depuis plus de 30 ans chez nous, en Belgique francophone, actif notamment dans le domaine de la pédagogie et également pour lutter contre les inégalités à l'école. Notre troisième invité, Jonathan Fischbach, bonjour. Bonjour. Jonathan Fischbach, donc vous êtes enseignant dans le secondaire, mais vous êtes surtout président de l'ASBL Enseignons.be, qui est un collectif d'enseignants qui justement s'est organisé depuis déjà quelques années pour épauler les collègues jeunes et moins jeunes en recourant notamment évidemment aux technologies de l'Internet. Et ça se concrétise par un site enseignons.be où les profs peuvent trouver de l'aide, des espaces d'échange d'expériences et aussi des documents à partager. Vous nous en direz un petit peu plus dans quelques instants. En tout cas, merci à vous trois d'être présents et merci d'ores et déjà à nos auditeurs qui, comme toujours dans cette émission, peuvent nous appeler au 02 737 37 07 ou par SMS au 60 31. Attention, ça coûte 50 centimes ou encore bien entendu par email ou par notre page Facebook. Alors, on va commencer tout de suite avec vous, Bernard Delvaux. Cette étude dont nous parlons, de quoi s'agit-il exactement ? Mais d'une étude que nous avons fait au niveau statistique exclusivement. Donc il n'y a pas eu d'entretien ou autre chose du genre. C'est prévu pour une seconde phase de la recherche. Donc c'est une étude statistique basée sur des données administratives fournies par le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc voilà. On avait une base de données qui nous donnait la situation mois par mois des 145 000 enseignants qui ont travaillé au moins un jour entre janvier 2005 et décembre 2011. Alors j'anticipe un petit peu, il y a un second volet qualitatif avec peut-être des interviews en face à face. Vous allez continuer ce travail ? Tout à fait, donc on va en fait choisir un marché du travail en particulier qui est le marché du travail de l'enseignement secondaire et plus particulièrement des cours généraux de l'enseignement secondaire à Bruxelles. D'accord. Alors Bernard Delvaux, voilà, depuis longtemps on citait des chiffres, parfois même très alarmants. On parlait souvent de 40% de départ dans les 5 ans. On a même vu dans certains articles des chiffres plus alarmants encore. Qu'en est-il réellement ? Est-ce que les chiffres que vous avez développés correspondent à ce qu'on pensait ou bien il y a des petites surprises malgré tout ? Donc il y a des petites surprises. D'abord, première petite surprise, mais qui n'est pas la principale, c'est que au lieu de 40% qu'effectivement tous les médias et tous les politiques reprenaient en chœur, c'est plutôt 35%. Donc il y a 35% d'enseignants qui arrêtent en déant les 5 premières années de leur carrière. Mais là n'est pas le plus important. Disons, le plus important, c'est d'une part de dire qu'une bonne moitié de ces départs s'effectuent la première année,
Et l'autre constat important, c'est qu'en fait, ce taux de sortie de 35% en moyenne varie très significativement selon les contextes. Ce n'est pas la même chose dans l'enseignement fondamental ou dans l'enseignement secondaire, par exemple. Ce n'est pas la même chose à Bruxelles ou à Liège, autre exemple. Et varie aussi selon un certain nombre de paramètres individuels, notamment le diplôme dont dispose l'enseignant. Voilà, mais vous avez balisé un petit peu les grandes questions du jour, hein. Alors on va peut-être en aborder une immédiatement avant que je me tourne vers Jonathan Fischbach et Anne Chevalier. Bernard Delvaux, donc Bruxelles, les écoles difficiles, il y a tout, je dirais, un imaginaire là qui est à l'œuvre et aussi des surprises assez étonnantes. C'est pas nécessairement les écoles difficiles et les quartiers réputés difficiles qui sont les pires pour les enseignants. C'est ça. Donc en fait, ce qu'on a constaté, c'est que démarrer sa carrière à Bruxelles, par exemple, n'est pas nécessairement synonyme de carrière difficile, instable, rapidement arrêtée. Et il y a différentes explications à cela. Et une des explications, c'est le fait que la croissance démographique est plus importante à Bruxelles, que dès lors, on engage de nouveaux enseignants et qu'on peut offrir à ces nouveaux enseignants, plutôt que de simples remplacements, des emplois un peu plus stables, un peu plus durables, etc. Et donc, commencer sa carrière à Bruxelles n'est pas nécessairement une mauvaise idée. D'accord. De même que commencer sa carrière dans une école qu'on appelle en encadrement différencié, donc qui a un recrutement plus populaire, n'est pas nécessairement synonyme d'abandon plus important qu'ailleurs. Et à cela, il peut y avoir plusieurs explications, mais l'une d'entre elles, c'est que, contrairement à ce qu'on imagine, tous les enseignants n'aspirent pas au même type de public, au même type d'enseignement, et qu'il y a différents profils d'enseignants et que certains se trouvent très bien à être devant des classes de milieux plus populaires et préfèrent nettement cela à des classes plus élitistes où ils sont soumis à la question souvent par des parents suprêmement exigeants qui attendent d'eux qu'ils préparent leur enfant pour l'université. D'accord. Jonathan Fischbach, quelle a été votre première réaction en prenant connaissance de cette étude ? Eh bien, moi j'ai trouvé très intéressant effectivement que cette étude mette en avant le fait que dans les écoles dites difficiles, il n'y a pas un taux de sortie plus important que dans les autres établissements. Et l'analyse qu'en fait monsieur est évidemment très très intéressante également. Je pense qu'il a bien épinglé certains aspects. Néanmoins, une hypothèse que nous pouvons faire aussi, c'est que dans ces écoles qui travaillent avec un public parfois plus difficile, on constate aussi une certaine solidarité entre enseignants. On se serre les coudes. Je crois que l'intégration et les conditions de travail dans ces écoles, qui souffrent de certains préjugés, de certains stéréotypes, est certainement parfois plus positive que dans d'autres écoles, et donc l'insertion et les conditions de travail des jeunes enseignants peuvent être meilleures. Et psychologiquement, on a peut-être l'impression aussi de faire un boulot plus socialement utile. Certainement, beaucoup plus valorisant. D'accord. Oui, tout à fait. Anne Chevalier, aussi votre première réaction, ça va dans le sens de ce que vous croyez ou bien vous avez été surprise ? Non, en tout cas certainement intéressée de pouvoir décomposer un petit peu les données, d'entendre qu'on sort moins facilement du primaire que du secondaire. Ça ne m'a pas tellement étonnée. Mais une des données vraiment intéressantes, c'est que il y a beaucoup plus de sorties parmi les nouveaux enseignants qui n'ont pas de diplôme pédagogique et qui sont quand même nombreux parmi les néo-enseignants. Oui. Et donc, ça met bien en avant quand même toute la nécessité de la formation préalable à l'entrée dans le métier et concourante évidemment à l'entrée dans le métier. Donc RCG, vraiment, ça c'est un de nos axes de travail, c'est vraiment la question de la formation des enseignants, que ce soit en formation initiale, formation continuée. Alors pour ceux qui n'y connaissent rien, est-ce qu'on peut faire un petit portrait comme ça, les enseignants ? Il y a ceux qui ont suivi, qui ont été formés comme enseignants, qui ont une agrégation, un diplôme pédagogique. Et puis d'autre part, il y a toute une série de personnes qui ont une autre carrière, qui ont fait d'autres choses, qui n'ont pas nécessairement les titres pédagogiques, mais qui entrent quand même dans l'enseignement. Est-ce que ce sont ceux-là, Anne Chevalier, qu'on appelle les articles 20 notamment ? Les articles 20, ce sont effectivement un certain nombre de personnes qui n'ont pas les diplômes, même pas suffisants pour pouvoir rentrer à l'école et comme enseignant. Et donc, la plupart de ces enseignants qui n'ont pas de diplôme pédagogique sont quand même invités à suivre une formation, soit des formations relativement courtes dans le cadre de la formation continuée, soit vraiment de rentrer dans un processus de CAP,
certificat d'aptitude pédagogique. Donc on oublie souvent de les mentionner. Il y a beaucoup d'enseignants qui suivent cette filière-là pour obtenir un diplôme et généralement ils le font tout en étant à l'école et donc de cela on ne sait pas à quel moment ils ont ou ils vont obtenir leur diplôme. D'accord. On va entrer un peu plus dans le détail dans quelques instants. Nous allons faire une petite pause obligatoire à ce stade de l'émission, mais nous avons déjà pas mal de messages et d'appels, donc on se retrouve dans quelques secondes. Vos avis, questions et commentaires par SMS au 6031. Et nous voici de retour avec notre sujet du jour qui est donc le destin du jeune enseignant, jeune et moins jeune d'ailleurs. Pourquoi quitte-t-il en masse l'enseignement dans les premières années? Donc c'est notre sujet suite à la publication toute récente d'un rapport. Et nous avons Cathy qui est en ligne avec nous. Cathy? Oui, bonjour, je suis là. Bonjour, vous êtes en direct sur la première, on vous écoute. Voilà, je suis institutrice primaire depuis 21 ans, donc on peut dire que j'ai quand même un peu de bouteille derrière moi. J'ai choisi ce métier par vocation et je peux vous dire que maintenant, nos conditions de travail sont devenues épouvantables. Je travaille dans un milieu difficile, je suis dans une école en D+, donc dans des quartiers difficiles, avec une population qui est très, très défavorisée. Et personnellement, je n'enseigne plus ou quasiment plus. Je passe mon temps à gérer des problèmes de logistique, un enfant qui n'a pas à manger, un enfant qui n'a pas de couteau en hiver, des parents qui sont tout à fait, qui laissent tout tomber, qui nous laissent tout sur le dos. On doit éduquer, on doit faire un tas de choses auxquelles on n'a pas été formé. Pas plus tard que samedi, j'ai été insultée par une maman. Hier, je suis allée consoler une collègue d'une vingtaine d'années qui est sortie à 3-4 ans, qui est à bout et qui va sans doute aller chez le médecin pour avoir un certificat pour une quinzaine de jours. Voilà. Nous avons dans nos classes des enfants qui doivent aller dans l'enseignement spécial et qui n'y vont pas. Donc nous gardons et voilà. Et là-dedans, on a des bons élèves qui essayent d'avancer mais qu'on n'arrive pas à faire avancer. Et donc, on est au milieu de tout ça et on fait de notre mieux. Et moi, je peux comprendre vraiment les enseignants qui, après 2, 3 ou même 4 ans, quittent l'enseignement parce que c'est un métier qui est devenu impossible à exercer. D'accord. Eh bien, merci Cathy pour ce témoignage qui, effectivement, nous ouvre un certain nombre de perspectives. Alors, qui d'entre vous veut répondre ? Bernard Delvaux? Oui, pour souligner que là, il me semble que l'auditrice met le doigt sur la question des conditions de travail. Oui. Donc il y a des conditions de travail qui sont difficiles, effectivement, délicates et qui effectivement demandent une certaine réflexion, de travailler notamment la question de l'accompagnement des enseignants, du soutien, du travail en équipe, de la formation initiale, de la formation continue, etc., etc. Mais il faut bien distinguer ces questions de conditions de travail de ce que nous appelons les conditions d'emploi. Oui. Un autre problème des enseignants, c'est de vivre dans des conditions d'emploi très préoccupantes, c'est-à-dire avec des emplois à temps partiel, de contrats très de durée très courte, avec des changements d'employeurs réguliers, avec des périodes d'interruption importantes, etc. Et donc il faut bien distinguer ces deux facteurs, et je crois que les deux facteurs jouent pour expliquer le taux de sortie. Oui. Mais le deuxième joue de manière importante également. Tout à fait. Cathy nous disait qu'elle avait donc 21 ou 22 ans d'expérience, donc ce n'est plus une jeune prof, et manifestement ça reste difficile. Alors, je ne sais pas, Anne ou Jonathan, ou bien on va à tour de rôle. Alors Jonathan et puis Anne. Jonathan. Oui, voilà, donc le témoignage de cette auditrice est évidemment très interpellant et en même temps, je crois que c'est révélateur d'un malaise. Ce qu'elle vit, il y a des dizaines, des centaines d'autres enseignants qui le vivent au quotidien. Évidemment, elle pose la question, les enseignants ont-ils encore le temps d'enseigner, la possibilité d'enseigner aujourd'hui dans certains établissements? Alors évidemment, on touche aux conditions de travail. Les enseignants, aujourd'hui, ont face à eux un public qui est différent de celui qu'ils avaient dans leur classe il y a 10, 15, 20 ans. C'est un public multiculturel, madame en a parlé. Il y a évidemment la question de la démission des parents, dans certains cas. Moi, je voudrais quand même mettre en avant le rôle de la direction. C'est primordial lorsqu'on est enseignant.
Madame a parlé d'une collègue qui avait été insultée, elle a parlé de coups. Le chef d'établissement doit absolument être aux côtés de ces enseignants, de ces jeunes enseignants lorsqu'ils commencent leur carrière. Ils ont besoin de se sentir suivis, épaulés. Il est tout à fait inacceptable aujourd'hui que des enseignants quittent le métier parce qu'ils disent « mais je suis seul, j'ai eu un problème dans ma classe avec mes élèves ou j'ai eu un problème, une altercation avec des parents et la direction ne m'a pas suivi ». Qu'est-ce que je fais ? Alors effectivement, mais comme disait Bernard Delvaux, donc il faut distinguer la question des conditions d'emploi et la question des conditions de travail. Donc, puisque notre sujet, ce sont les jeunes enseignants et notamment ceux qui ne tiennent pas le coup, on va essayer de se focaliser là-dessus. Mais néanmoins, Anne Chevalier, est-ce que cette problématique-là, c'est-à-dire du rapport avec les enfants, avec les parents, le jeune enseignant y est confronté immédiatement ? Ça fait partie du job ? Il est certainement confronté immédiatement et je pense que ça fait partie du travail des enseignants que d'éduquer et éduquer en vue d'apprendre à l'école. Et donc, moi, je pense que ce qui manque crucialement, c'est des lieux de travail collectifs au sein des écoles et que les jeunes enseignants, les enseignants débutants, soient accueillis au sein d'une équipe et pas renvoyés à lui-même, seul, avec tous les problèmes qui sont énoncés ici par cette auditrice et qui existent vraiment, mais pas toujours cumulés auprès d'une seule personne. Et ça, vous pensez qu'on doit l'organiser de manière officielle, par un décret, ou bien ça peut se faire naturellement, spontanément entre collègues ? Pas que naturellement, non. Je pense vraiment que dans le temps de travail des enseignants, que ce soit à tous les niveaux de l'enseignement, doivent être intégrés des plages de travail collectifs avec des objectifs précis, des méthodologies aussi, pas simplement pour parler des événements, mais pour les traiter avec des méthodes et aussi accompagnés par des gens qui sont formés pour faire ça. Le directeur peut en être, mais pas uniquement. Et moi, je pense vraiment que pour les nouveaux enseignants, il faut qu'il y ait des lieux spécifiques où ils puissent apporter, déposer tous les problèmes qu'ils rencontrent dans l'école et qu'ils soient travaillés avec une personne extérieure à l'école qui peut les accompagner, continuer à les former à partir des situations vécues. Oui, on a d'ailleurs quelques messages qui vont dans ce sens. Par exemple, Catherine nous écrit « N'oubliez pas qu'on peut être jeune prof, mais avoir un passé professionnel conséquent. » Donc ça, on va y revenir, c'est un problème important. Et débuter, par exemple, à 40 ans. Mais elle pointe effectivement, comme vous le disiez, Anne Chevalier, donc elle pointe le manque général d'encadrement et de soutien. Le soutien, dit encore Catherine, ne viendra pas des collègues en place, soucieux de garder leurs heures. C'est encore un sujet qui va nous occuper un petit peu. Et plutôt avare de conseils et de tuyaux, mais réel besoin d'un référent disponible pendant les heures de cours. Donc ça rejoint tout à fait ce que vous disiez, Anne Chevalier. Maintenant, la question des relations entre collègues, est-ce que c'est un sujet épineux, un petit peu difficile probablement, et en même temps, est-ce que les conditions de travail, toute cette histoire de nomination, de priorité, etc., est-ce que ça complique les choses, Jonathan Fischbach ? Mais oui, et donc ça c'est un sujet évidemment qui me touche particulièrement puisque enseignons.be a été créé en 2004. Oui. À la suite de ce constat, les enseignants ne collaborent pas assez, ils échangent assez peu. Et c'est difficile pour un jeune enseignant qui arrive avec la formation qu'est la sienne, mais toute sa bonne volonté dans un établissement et de constater que finalement il est seul. Donc on va pas faire de généralité. Il y a des établissements dans lesquels ça se passe très bien, dans lesquels, comme l'a dit madame, il y a des initiatives qui sont mises en place. Et il faut parfois pas grand-chose pour qu'un enseignant se sente bien et reste dans son école. Mais on doit vraiment inciter, encourager les enseignants à collaborer. Et enseignons.be a cette vocation, répond à ce besoin des professeurs d'échanger leurs ressources pédagogiques, de pouvoir se retrouver sur un lieu, un site web en l'occurrence, qui soit interréseau, tout niveau. Ça, c'est essentiel. Oui, mais il n'y a pas de contact physique, je dirais. Il n'y a pas, l'empathie humaine. Alors, il n'y a pas de contact physique, mais ce qu'on a observé, et je parle encore une fois d'enseignons.be, c'est que lorsque des échanges commencent sur Internet, ils peuvent se poursuivre après sur le terrain. Donc on a déjà vu des enseignants qui travaillaient dans des écoles qui étaient très éloignées géographiquement et qui pourtant se sont retrouvés pour continuer à échanger leurs ressources, qui sont allés voir un tel dans une classe et puis tel autre à tel autre moment. Donc je crois qu'on a tout intérêt à casser ces barrières, aller voir ce que fait l'autre pour échanger des expériences et en tirer un maximum d'enseignements. Anne Chevalier, quelque chose à dire ? Est-ce que c'est la solution, Internet, tout ça
En tout cas, je crois que pour s'échanger des séquences didactiques et travailler sur des façons de donner cours, ça peut être une solution. Mais moi, je crois vraiment au travail collectif avec des personnes, soit qui sont de la même équipe, soit éventuellement des gens qui sont acteurs dans un même domaine, qui enseignent par exemple les mathématiques ou le français et qui se retrouvent ensemble pour réfléchir ensemble à des stratégies pour lutter contre les échecs et les inégalités d'apprentissage à l'école. Oui. Mais je voudrais dire aussi combien les enseignants débutants se sentent perdus dans les salles des profs. Ici, j'ai un témoignage. Même dans la salle des profs, je ne sais pas comment me tenir ou à qui parler. Donc, ce n'est certainement pas la salle des profs qui est le lieu pour les enseignants pour travailler collectivement, mais il faut instituer des moments et des moyens et donner des moyens. Et ça doit faire partie de la charge de travail de tous les enseignants, mais plus encore des nouveaux enseignants. Donc nous sommes par exemple favorables à un début de carrière qui comprendrait moins d'heures pour un équivalent temps plein, pour que justement il y ait une possibilité de travail collectif et individuel plus approfondi pour pouvoir faire face à tout ce qui se passe à l'école. Alors on sait qu'il y a de grands chantiers actuellement dans le monde de l'enseignement. Il y a eu des négociations syndicales qui se sont terminées récemment. Est-ce que vous avez l'impression globalement que nos élus sont à l'écoute, se rendent compte de la difficulté? Je pense que oui. Mais est-ce que les solutions doivent venir d'en haut? Jonathan ou Bernard, peut-être? Bernard Delvaux? Oui, donc effectivement, je crois qu'il y a une conscience du problème de la part des politiques, des responsables, des pouvoirs organisateurs, de la part des syndicats, etc. Et je crois qu'il y a une analyse partiellement partagée. Mais si vous voulez, j'ai quand même l'impression que le consensus est un consensus qui se fait autour d'une problématisation qui élude une partie du problème. C'est-à-dire qu'effectivement, le consensus va assez facilement se faire sur la question des pénibilités du travail, des conditions de travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais moins sur la question des conditions d'emploi. D'accord, on va revenir sur toutes ces questions dans quelques instants parce qu'il va bientôt être 12h30 et nous allons retrouver Florent Surner pour les titres du 13h. Vos avis, questions et commentaires sur la page Facebook, le Forum de Midi. Et notre sujet du jour, je le rappelle, est donc le destin du jeune enseignant. Pourquoi quitte-t-il en masse son emploi dans les premières années? Est-ce l'hémorragie dramatique qu'on redoutait ou bien un phénomène compréhensible et qu'il est possible de juguler? Vos avis, vos questions sont attendus bien sûr au 02 737 37 07 ou par SMS au 60 31. Ça vous coûtera 50 centimes le message. Et nous avons Claude qui est en ligne. Claude? Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct, on vous écoute. Voilà, donc j'ai été directrice du fondamental pendant une vingtaine d'années. J'ai maintenant des enfants du secondaire le soir pour leurs travaux. Et j'écoute les jeunes du secondaire dans la salle des professeurs. Et ce qui est pas marqué dans cette émission, c'est l'extrême difficulté de travailler avec de jeunes adolescents actuellement, bien plus difficile qu'il y a une vingtaine d'années. Il y a vraiment 2-3 adolescents qui peuvent court-circuiter un cours et le bafouer, et les enseignants sont extrêmement démunis. Et cela fait des fuites, en effet, d'enseignants qui ne peuvent plus faire face à des classes où le cours est démoli. Alors je pense que ça appelle aussi à la famille qui en arrive à avoir des adolescents qui détruisent tout. C'est toujours une minorité, 4-5 élèves, mais cela suffit pour abattre un cours et un prof. D'accord, merci Claude. Voilà, c'est une question récurrente. C'est déjà le deuxième appel que nous avons à ce sujet-là et nous avons plusieurs messages qui vont dans le même sens. Alors on va peut-être répondre à Claude. Je ne sais pas si Anne ou bien Jonathan peut le faire. Et puis après, on va quand même se poser des questions sur la hiérarchie des causes. Celle-là est mise en avant de manière récurrente. Est-ce qu'il y en a d'autres également? Alors Anne Chevalier, une première réaction? Je pense que les adolescents qui sont en difficulté, comme Madame l'indique, disent la difficulté de l'école et pas seulement la difficulté des adolescents. Et donc, ils posent vraiment bien le problème du sens de l'école aujourd'hui. Et donc, je reconnais que c'est difficile de s'occuper d'adolescents qui en ont plus rien à faire, on peut dire, de l'école. Mais se pose-t-on la question du bon côté, du côté de l'adolescent ou du côté de l'école?
moi je pense qu'il faut travailler vraiment la question du côté du sens de l'école. Tant qu'elle sera compétitive et sélective comme elle l'est aujourd'hui, on aura des adolescents qui le manifesteront de cette façon-là et qui nous montreront à nous adultes qu'ils ont besoin d'autre chose, qu'ils ont besoin d'une école qui les fait réussir et une école qui a du sens pour eux. Est-ce que la société, la permissivité ambiante, etc., ne joue pas un rôle prépondérant là-dedans? Alors, Jonathan, vous vouliez intervenir? Oui, donc moi je voulais quand même donc rappeler que l'étude a mis en évidence que les enseignants, quand ils sortent de la haute école ou de l'université avec leur diplôme en poche, ils sont très motivés. Donc ils s'engagent, ils veulent absolument commencer à travailler. Et lorsqu'ils entrent même dans des écoles plus difficiles, ils restent. Moi je pose une autre question, c'est les enseignants sont-ils suffisamment formés, outillés pour faire face à ces publics difficiles? Et je pense aux techniques de pédagogie différenciée, à la détection des troubles de l'apprentissage. Sont-ils formés à la remédiation immédiate? C'est certain que si jamais l'école n'apporte pas la réponse adéquate à ses élèves, pour qui peut-être une pédagogie classique, il y a encore des professeurs qui donnent cours de manière ex cathedra, et je crois que l'école doit absolument se remettre en question par rapport à ça, et on doit, c'est d'ailleurs un débat actuellement, est-ce qu'on va allonger la formation initiale, la faire passer peut-être de 3 à 4 ans, de 3 à 5 ans? Ça pourrait être une bonne option que de revoir certains cours et dire qu'est-ce qui manque aux enseignants concrètement sur le terrain pour faire face à ces publics de plus en plus difficiles. Maintenant, vous parlez du climat, du rapport des parents, du public avec l'école. C'est sûr que ça devient de plus en plus difficile. L'actualité ces derniers jours nous a encore montré, je pense par exemple à un Athénée en région liégeoise, où des parents n'ont pas hésité à porter plainte contre des enseignants suite à un voyage scolaire qui aurait mal tourné, sans même peut-être entendre la version des enseignants ou du chef d'établissement. Tout de suite, ils se sont répandus dans les médias. Je crois qu'on ne fait plus suffisamment confiance aux enseignants. Ils prennent en charge des enfants, beaucoup d'enfants, toute la journée, qu'on leur laisse faire leur travail. Oui. Vous venez de parler de Liège, Jonathan Fischbach, vous venez de la région de Liège. On a ici plusieurs SMS qui nous parlent de problématiques dans des écoles de Seraing, donc dans la banlieue liégeoise. Bernard Delvaux, vous avez fait une espèce de petit palmarès, si j'ose dire, le mot est très mal choisi, mais enfin des zones les plus problématiques et les moins problématiques. La province de Liège et Lanterne Rouge? Oui, disons que si on prend comme deux indicateurs, d'une part le type de trajectoire des enseignants débutants lors de leur première année, et d'autre part le taux de sortie. Donc effectivement, sur ces deux indicateurs-là, la province de Liège est plutôt mal classée. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille attribuer, disons, ce processus, ce phénomène, à des questions de plus grande difficulté d'enseignement dans cette province plutôt que dans d'autres. Je crois que la raison principale, c'est le fait que la croissance du volume d'emploi à Liège n'est pas aussi forte qu'à Bruxelles. Et je l'ai dit tout à l'heure, plus un marché est en croissance, un marché de l'emploi est en croissance, plus il est possible d'offrir aux débutants des places plus stables, à temps plein, etc. Alors, je vous pousse un peu dans vos retranchements. Si on fait le classement, vous nous disiez que Bruxelles, finalement, la situation n'était pas si pire, comme on dit. Le Hainaut ne se porte pas trop mal et au contraire, donc Liège serait un petit peu plus compliqué, alors que les conditions socio-économiques du Hainaut ne sont certainement pas meilleures que celles de Liège. À quoi attribuer ces différences? Donc là, c'est là qu'on a, si vous voulez, une limite quand on fait une analyse statistique avec un nombre de variables qui est nécessairement limité. C'est que on ne peut pas, expliquer de manière toujours précise, interpréter de manière toujours précise les corrélations qu'on observe. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, une part de l'explication, une part significative de l'explication est à trouver dans les caractéristiques du marché. Donc non seulement la croissance du volume d'emploi, mais aussi la structure des pouvoirs organisateurs. On sait que les enseignants sont affectés à un pouvoir organisateur particulier, selon la taille des pouvoirs organisateurs, selon le type de pouvoir organisateur, selon le statut qui varie quand même selon les réseaux, etc. Tout ça sont des paramètres qui peuvent expliquer que dans certains lieux,
c'est plus compliqué à un enseignant de trouver sa place, à un enseignant débutant de trouver sa place, et dans d'autres lieux, un peu plus facile. À propos des réseaux, alors Bernard Delvaux, c'est une question qu'on n'a pas encore abordée entre le libre et l'officiel. Est-ce qu'il y a des différences notables? Non, disons que, il y a des différences, mais je dirais qu'elles ne sont pas vraiment les plus importantes. Et surtout, si vous voulez, le classement qu'on peut faire des différents réseaux n'est pas le même selon les niveaux d'enseignement, selon différents paramètres. Donc, je ne crois pas qu'il faille attirer l'attention sur ces différences. C'est pas ça l'essentiel du message. D'accord. Alors nous avons en ligne Benjamin, un jeune enseignant. Enfin, apparemment, il a passé victorieusement le cap des 5 ans, puisqu'il l'est toujours. Benjamin, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Voilà, on vous écoute. Donc voilà, moi je suis professeur d'éducation physique. Je travaille depuis maintenant 7 ans dans l'enseignement. Alors je suis passé un petit peu partout, dans le secondaire professionnel, dans le primaire, etc. Et maintenant je suis principalement en maternelle, en psychomotricité et en primaire. Alors je travaille dans 8 écoles de la région liégeoise, plus ou moins. Et alors moi je voulais soulever différents problèmes, parce que j'ai des enfants qui sont super. Je suis dans des bonnes conditions, dans un milieu social qui est relativement chouette. Et alors, le problème que j'ai, moi, c'est du matériel. En fait, on est dans des salles de village et parfois, c'est des salles de fête. Donc, j'arrive avec 20 enfants et il y a des morceaux de verre sur le sol, etc. parce que la salle n'a pas été nettoyée. Ou bien, pour aller à la piscine avec des enfants, il faut le car communal qui est prioritaire pour les écoles de la commune. Il y a plusieurs gros problèmes comme ça. Alors, il faut vraiment être accroché. Et alors, il y a aussi les différences de statut. Vous en parliez tout à l'heure. Oui. Il y a le statut APE qui fait que les enseignants retombent sur le chômage en juillet-août. Et ça compte pour un tiers de l'ancienneté par rapport aux collègues qui font exactement le même boulot. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour ce témoignage. Il y a effectivement un certain nombre de questions dans ce que Benjamin vient de nous dire qui sont que nous allons devoir aborder et qui sont d'ailleurs, Bernard Delvaux, abordées par l'étude, notamment les différences que peuvent rencontrer dans les conditions d'emploi, bien sûr, les jeunes profs, avec ce système effectivement de temporaire, les problèmes de priorité aussi. Est-ce que ça pourrit un peu la situation, selon vous? Oui, donc là, on en vient à la question effectivement du rapport entre les différentes catégories d'enseignants. On pourrait dire qu'il y a 3 grandes catégories d'enseignants. Il y a les nommés, il y a les prioritaires, et puis il y a les jeunes qui n'ont encore qui ne sont encore ni prioritaires ni nommés. Les temporaires? Les temporaires. Les temporaires, voilà, on pourrait dire les intérimaires, les temporaires, c'est ça, oui. Et donc, le rapport de force, si vous voulez, sur le marché du travail enseignant entre ces 3 catégories d'enseignants est évidemment au désavantage des premiers. Et c'est une partie des problèmes, c'est-à-dire que dans les pistes qu'on pointe, nous autres, c'est notamment de poser la question du rapport entre les droits et devoirs de ces différentes catégories d'enseignants. Ouais. Donc, est-ce que il est logique, si vous voulez, que les jeunes enseignants sont, par exemple, ceux qui ont les conditions d'emploi les plus dégradées? Est-ce que, par exemple, une des pistes qu'on soulève, c'est de dire, est-ce qu'il ne serait pas envisageable que, une fois au cours de leur carrière, les enseignants nommés aient une année sabbatique, évidemment payée, qu'ils consacreraient en partie à leur formation continue, mais en partie au remplacement de court terme des enseignants malades, en congé de maternité, etc., qu'on ne confierait donc plus aux jeunes enseignants, les jeunes enseignants pouvant occuper au moins pendant 1 an la place de cet enseignant nommé qui, pendant 1 an, travaillerait dans différents endroits, etc. Donc, je crois qu'il faut penser à ce genre de choses qui ne remet pas en cause, en quelque sorte, le statut des enseignants nommés aux priorités, parce qu'ils ont aussi droit à une certaine protection de leur emploi, mais qui permet quand même d'améliorer un peu les conditions d'emploi des jeunes enseignants. Voilà, c'est ce qu'on a appelé parfois la lutte des places. Je ne sais pas qui a inventé ce mot. Anne Chevalier, c'est vraiment problématique, ça, la concurrence entre les jeunes et les vieux? Certainement, et quand on pense qu'un jeune enseignant, il a 1 an pour faire ses preuves, parce que si la direction n'est pas satisfaite ou entièrement satisfaite, elle prend trop de risques à le garder. En 1 an, on ne devient pas un enseignant performant. Et donc ça, effectivement, certainement,
évidemment, ça peut miner le moral des enseignants débutants. Ce qui doit les miner aussi, certainement, c'est la succession des intérims et tout l'inconfort des périodes de transition. Quand va-t-on inventer un statut pour l'enseignant débutant qui soit réellement un statut qui reconnaît la difficulté d'entrer dans le métier et qui leur donne des facilités d'accès d'un travail à l'autre, de l'information et qui ne soit pas au chômage une semaine sur 2. Il y a le morcellement aussi, la dispersion d'un établissement à l'autre. Exactement. Mais je pense qu'au niveau du cabinet de la ministre Marie-Dominique Simonet, il y a des réflexions en cours, notamment pour modifier un petit peu les conditions de transfert d'un établissement à l'autre pour les professeurs nommés. Enfin, tout ça est encore... On réfléchit beaucoup. Il n'y a pas encore grand-chose qui sort, mais voilà, on voit que... Et certainement le travail sur la mobilité. La mobilité dans la carrière, tout au long de la carrière, ça c'est très important. Alors Jonathan, si vous voulez bien attendre, parce que nous avons Franck au téléphone déjà depuis un moment. Franck, vous êtes là ? Oui, bonjour. Voilà, vous êtes en direct, on vous écoute. Mais en définitive, moi je rejoins tout à fait les interlocuteurs que vous avez sur le plateau pour dire que c'est très très difficile de rentrer dans le monde de l'enseignement parce que moi j'ai 45 années bien faites, je viens du privé et j'essaye de m'y insérer et je suis un petit peu quand même surpris de l'opacité dans laquelle les choses se font. C'est assez complexe, mais en fait mon message ne voulait pas dire ça. Je voulais rebondir sur le fait que aussi les ados et le public qu'on a dans les classes, paradoxalement, je vais rappeler que ce sont des êtres humains et ils sont en demande de plein de choses. Si on les interpelle, si on les responsabilise, si on essaie de les fédérer, ils sont demandeurs, véritablement demandeurs pour apprendre des choses. Le problème étant que le monde dans lequel ils vivent est le monde des smartphones, le monde du web, le monde d'Internet, et que nous, on se retrouve au tableau avec une craie. Comment est-ce que vous voulez sérieusement intéresser ce public et dire « je vais vous apprendre des choses qui vont correspondre à ce que vous avez dans la vie ». C'est une aberration aussi. Donc il y a un déficit de moyens quelque part, et ça je peux comprendre que c'est très frustrant pour les enseignants qui commencent, mais il faut être très inventif. D'accord. Merci Franck pour ce témoignage et cette opinion. Jonathan, je vais me tourner vers vous immédiatement. Est-ce qu'il faut absolument des tablettes dernier cri, comme dans certaines communes wallonnes, pour faire du bon travail, ou bien, c'est humain d'abord, l'enseignement? L'enseignement est avant tout, bien sûr, humain, ça c'est certain, et la technologie ne viendra pas suppléer, remplacer le travail d'un bon enseignant. Maintenant, je rejoins tout à fait votre auditeur, et je me dis que finalement, nous avons un public qui est un public du 21e siècle et on enseigne comme au 20e siècle. Et l'école a encore un petit peu de retard. C'est la génération zapping que nous avons en face de nous. Ils regardent la télévision, ils vont sur Internet, ils zappent. Ils ont une capacité d'attention qui est de plus en plus limitée. Le problème, c'est que l'enseignant, peut difficilement le zapper quand le cours ne nous convient pas. Donc il va falloir travailler avec lui pendant au moins 50 minutes. Alors bien sûr que les outils, les tableaux interactifs et les tablettes peuvent être un excellent stimulant, un biais par lequel on peut intéresser les élèves. Il y a des établissements qui font des choses extraordinaires avec ces outils-là et qui arrivent à des résultats tout à fait remarquables en matière de maîtrise de la langue. On peut faire des dictées avec des tablettes et on voit que une fois que cet outil-là est bien utilisé et que l'enseignant a été formé, ça apporte un plus pédagogique indéniable. Mais je crois, et je me base notamment sur de récentes études, dont celle de la OET, que les enseignants manquent encore de formation par rapport à ça. C'est-à-dire que on équipe les écoles en tableaux interactifs, mais on ne forme pas spécialement les enseignants à les utiliser correctement. Donc si c'est simplement pour être un rétroprojecteur, ça n'apporte rien de plus. C'est ça. Et donc tout à l'heure, vous pointiez, Jonathan, le fait qu'on enseignait encore beaucoup de manière ex cathedra, un petit peu à l'ancienne, alors que peut-être qu'aujourd'hui, culturellement, les enfants attendent autre chose. Alors il faudrait peut-être réinventer la manière, je dirais, pratique d'enseigner. Anne Chevalier, une réflexion? Et il faudrait aussi que le système soit réellement un système où tout est mis en place pour éveiller, entretenir le désir d'apprendre. Or, tout ce qui se passe dans l'école, et plus on avance, plus c'est comme ça, on ne fait que évaluer à l'école. Et donc, plus on évalue, moins le désir d'apprendre est présent.
D'accord. Alors nous avons ici un SMS malheureux. Ah oui, il est signé de Pierre. Pourquoi rester dans l'enseignement? Donc il nous ramène à notre sujet de départ et dans des conditions de travail difficiles, alors qu'en entreprise privée, je suppose, le salaire, l'assurance, hospitalisation, l'assurance groupe, bonus ou la voiture sont de plus en plus la norme. À la voiture, je sais pas trop. On dirait que ça diminue un petit peu. Mais donc c'est la question finalement de la différence entre les supposés salaires de misère dans le public et les supposés salaires plantureux du privé. Est-ce que c'est réellement un problème important, Bernard Delvaux? Je crois que c'est un paramètre parmi d'autres, mais quand quelqu'un se demande s'il va être enseignant ou autre chose, oui, il prend en compte sans doute ce paramètre, mais aussi pas mal d'autres, comme les conditions de travail, l'intérêt pour le métier, les vacances, enfin, etc., etc. Donc, je ne suis pas sûr, si vous voulez, qu'il suffirait de dire qu'on va augmenter les rémunérations des enseignants pour dire qu'on n'aura plus de pénurie et d'autres choses du genre. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que le rapport que les enseignants ont au marché de l'emploi n'est pas le même selon leur diplôme. Donc des enseignants qui ont été diplômés par une haute école pédagogique sont très nombreux, 80% à peu près, à faire leur carrière dans l'enseignement. Très peu vont en quelque sorte être employé ailleurs que dans l'enseignement. Par contre, quelqu'un qui a un AESS, donc ça veut dire l'agrégation à l'enseignement secondaire supérieur, lui a davantage d'opportunités, probablement, et lui va être beaucoup moins accroché en quelque sorte au métier d'enseignant. Il a d'autres opportunités qu'il va pouvoir éventuellement saisir. Donc il y a la question de la vocation de l'enseignement, ça on va peut-être y revenir. S'agit-il vraiment d'une vocation presque au sens religieux ou bien s'agit-il simplement d'opportunités d'emploi? Et à ce moment-là, si on a un diplôme universitaire, est-ce que la palette de possibilités n'est-elle pas de facto beaucoup plus élevée, alors que si on a un graduat ou un diplôme d'instituteur, fatalement les portes sont moins largement ouvertes. Anne ou Jonathan, qui veut répondre? Mais en tout cas, pour répondre à la question de l'auditeur, ce qui fait rester les enseignants à l'école, c'est quand même le plaisir de faire apprendre. Et donc ça, il faut quand même le redire. Ils sont quand même nombreux, tous ceux qui peuvent témoigner de ce travail et du bénéfice qu'ils ont de ce travail au-delà d'un bénéfice financier, et donc et qui travaillent pour garder ce plaisir d'enseigner et de faire apprendre. Donc ça, c'est clair. Jonathan Fischbach. Oui, non, je crois que la question du salaire n'est pas quelque chose d'essentiel. Évidemment, vous pouvez interroger n'importe quelle personne dans la rue et lui demander si elle est satisfaite de son salaire. Elle vous dira, oui, mais enfin, si j'avais un petit peu plus, ce serait pas plus mal. Donc, je crois que les enseignants sont tout à fait comme les autres, et c'est bien sûr le plaisir d'apprendre qui les motive et qui les fait avancer. Maintenant, deux choses importantes qui ont été soulevées par vos auditeurs, sur lesquelles j'aimerais vraiment revenir parce que c'est important. Bon, les enseignants sortent diplômés avec un AESI, un ESS, et ils ont entendu parler dans les médias, et on le rabâche sans cesse, de la pénurie. Et donc ils s'imaginent évidemment que ça va être très facile. Ils disent, tiens, pénurie, on en parle à la télévision, on en parle à la radio, quand j'ouvre mon journal, c'est la question de la pénurie, on demande des enseignants partout. Mais il faut bien dire que la pénurie, elle doit être relativisée. Elle n'est pas la même selon les zones géographiques, elle n'est pas la même dans toutes les matières, elle n'est pas la même dans tous les niveaux d'enseignement, le fondamental, le secondaire inférieur, le secondaire supérieur. Elle varie selon les périodes de l'année. En septembre, octobre, en général, les staffs sont complets. Oui. Et donc, c'est évident que des gens sont frustrés de se retrouver en début d'année scolaire, au mois d'octobre, mais j'ai pas encore de travail, et pourtant je suis professeur de mathématiques, je suis professeur de langue, je suis professeur de sciences, et on ne m'appelle pas. Et je crois que c'est aussi un des éléments qui joue, et les enseignants s'en vont peut-être aussi pour ça. Alors, il y a évidemment aussi la question des désignations et des nominations. Oui. Qui est assez opaque. Votre auditeur en a parlé tout à l'heure. Là, je crois que c'est vraiment quelque chose qui devrait être pris à bras-le-corps par le politique, essayer de rendre ce système de désignation un petit peu plus transparent. Je prends par exemple un enseignant qui a accumulé suffisamment de jours d'ancienneté pour postuler comme candidat temporaire prioritaire dans le réseau officiel organisé par la communauté française. C'est comme cela en tout cas que cela fonctionne. Il va appeler
le désignateur de sa zone et dire voilà, j'ai autant de jours, je vais postuler, mais j'aimerais bien que vous me disiez, tiens, dans quelle école il y a des emplois vacants? Où est-ce que je peux postuler concrètement? Et là, on va lui dire non, c'est une information qu'on ne peut pas vous donner. Et donc, on parlait, je pense que le métier d'enseignant est terriblement individualiste et on pousse les enseignants à se livrer une espèce de concurrence. C'est un jeu un petit peu malsain. Ils doivent donc postuler dans tous les établissements, essayer de chercher à droite et à gauche où ils pourraient éventuellement avoir une chance de se faire désigner et puis nommer. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, donc la lutte des places. Bernard Delvaux, 4800 nouveaux profs sont engagés chaque année quelque part en Belgique francophone. Dans votre étude, vous sous-entendez quand même que c'est un petit peu du gaspillage. On pourrait faire avec moins? Absolument. Au maximum, on a besoin de 3300 nouveaux équivalents temps plein sur l'année. Et donc, il y a cette différence entre 4800 et 3300 qui est à interpréter. Donc, je crois que, si vous voulez, ça montre bien qu'il y a une certaine violence systémique. On pourrait dire ça comme ça. Donc, une mise en concurrence systémique qui est due à deux paramètres. D'une part, ces différences de statut entre enseignants nommés prioritaires et autres. Et d'autre part, l'absence de corresponsabilisation des pouvoirs organisateurs. Chacun voulant garder la main sur son marché, en quelque sorte, ses emplois. Eh bien, beaucoup de choses encore à dire sûrement dans ce genre de sujet. Nous avons d'ailleurs reçu beaucoup de messages. Je note peut-être pour terminer sur une touche optimiste ce SMS de Mélanie qui nous dit « Je suis institutrice primaire en enseignement spécialisé. Ce n'est pas facile tous les jours, on s'en doute, mais nous sommes soudés les uns avec les autres face aux difficultés que l'on peut rencontrer. L'équipe fait beaucoup. Je sais que ce n'est pas pareil partout, mais je tenais tout de même à dire qu'il est possible de s'épanouir à travers ce métier. » On va se terminer sur cette note optimiste. Merci à Bernard Delvaux, Anne Chevalier, Jonathan Fischbach. Aux côtés de Jean-Paul Eck, il y avait Valérie Lepute et Marie-Agnès Baupin et l'aide précieuse du service Infodoc. Dans quelques instants, le journal de 13h. Bonne journée sur La Première.